un canasson. L'extricable. Les ventres sont pleins, les routes se couvrent de voitures, le silence est maçonné de bruit. Le temps qui passe ne nous appartient plus, autre chose apparaît. Un fascisme à l'envers où la multitude opprimée par un individu devient l'individu opprimé par la multitude. Nous sommes transpercés. Les lendemains qui chantent sont des lendemains qui gueulent. Nous évoluons aux limites du tolérable avec l'amertume d'avoir tout fait pour ça. Hier encore, nous arpentions le devenir, le cœur empli d'une joie lourde. Il va vers le soleil levant, notre pays, disait un refrain de gauche que nous chantions, les yeux mouillés, à pleine gorge, sur le sentier rocailleux qui menait vers l'aube. Cette aube, elle était là, extase fraternelle à la portée d'une grève. Déjà les mains se tendaient, la farandole du prolétariat conjurait les derniers lambeaux de la nuit. Nous avancions, la rosée au ventre, dans les herbes de juin. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Il est bien évident que la blonde en question entendait ce chahut qui l'empêchait de jouir parce qu'il faut à l'amour un silence magique. Mais elle répondait oui, comme on vote communiste. Nous étions emportés par le vent de l'histoire, nous franchissions le cercle polaire si sûr de Germinal, si plein de Messidor, que le bonheur à 1, à 2, à 3 s'anéantissait dans le rêve du bonheur à tous. Je voudrais que le temps qui passe n'occulte pas ce qui fut une loi, une foi. Je voudrais que le temps qui passe n'occulte pas ce qui fut une foi, une dérision, une escroquerie. Nous salivions comme les chiens de Pavlov. On agitait une sonnette pour que nous avalions l'Eucharistie du socialisme. Les murs de la chapelle s'ouvraient majestueux sur les plans quinquennaux, dans le jardin du paradis où l'on pourrait bosser jusqu'à la fin des siècles. Déjà se profilait le grand mutant musclé, l'homme nouveau n'aurait plus de complexe d'Oedipe, plus de pensées mauvaises, les lilas fleuriraient dans les usines de l'abondance, sur les décombres du profit, le travail serait l'enchantement perpétuel des bataillons de fer du prolétariat. Nul ne paraît avoir sondé cette utopie. Nous étions éblouis par le bonheur universel. Cela tenait du grand feu purificateur. Vous détestiez les gosses, vous en ferez pour le parti. Camarades, le bonheur est à l'ordre du jour. Abolition et résurgence. Fusion dans la masse, masse d'acier, acier de joie, métal chaud du travail de l'équipe soudée. Staline, Staline, palpitation véhémente, tu es la matrice de l'aurore. Avec des nuances, nous étions tous dans cet état d'esprit. Ce que nous mettions d'espoir dans le communisme n'était rien tant que d'en finir avec le désarroi qui appartient comme une escarre aux couches sociales intermédiaires. Nous n'étions plus à l'aise dans notre peau. Mieux que personne, Sartre a montré à quel type d'angoisse nous en étions réduits. On peut mettre en cause l'espèce de complicité honteuse qui naît chez lui de cet aveu, de ce commerce avec le subjectivisme. Il n'en demeure pas moins que son témoignage est fidèle. Nous étions un fatras de pulsions et de rêves avortés. Mais l'aube du socialisme, diluant la nausée, donnait la certitude de la plus radicale des métamorphoses. Nous allions la franchir, cette frontière du moi, pour éclore à la joie des brigades lucides. Nous allions nous enfouir et aborder l'autre rivage. Chrysalide véhiculée par la classe montante, nous attendions le grand bond dialectique de la révolution. Ceci dit, camarades, il faut voir les choses en face. Vous aviez la folie en tête, mais vous vous déchargiez de l'événement sur les épaules des travailleurs. Vous étiez les humbles servants d'un animal énigmatique, le prolétaire, et vous mettiez votre plus vieux costume, votre smoking du pauvre, pour assister aux réunions de cellules.
Mais en même temps, vous cornaquiez un mastodonte. Vous disposiez de ce King Kong aveugle et formidable qui se nomme la classe ouvrière. Ce King Kong aveugle et formidable qui se nomme la classe ouvrière parce qu'il avançait dans le sens de vos haines. Camarade, je te connais trop. Tu es ton père, tu es ton archevêque, tu es ton préfet et ton procureur. Petit bourgeois, tu es ton monde. Tu as des comptes à régler. De tout ton être, tu contestes la morgue des chefs. Tu vis à fleur de peau dans un milieu intolérable. Tu n'es plus et n'es pas encore. Tu parcours ta nuit, la tête chavirée de fantasmes vengeurs. Tu mènes un rêve de guillotine et de matins sanglants où les salauds seront exterminés. Or, il se trouve que ces projets de liquidation ont coïncidé pendant toute une période avec les impulsions du prolétariat. Marx, Engels, Lénine, Trotsky étaient eux aussi des intellectuels bourgeois qui avaient répudié les valeurs de leur classe d'origine. Ces révoltés paradoxaux ont théorisé ce qui n'était d'abord qu'une brisure affective, et le marxisme a englobé le devenir humain. Au prolétariat, ils ont fait cadeau de ces mots vengeurs, la plus-value, la lutte des classes, qui venait irradier le travail en usine. Théoriciens et ouvriers ont eu le même ennemi, le patronat, les uns pour l'avoir maudit, les autres pour l'avoir subi dans le processus de production. Un patron, c'était à la fois un salaud haïssable, un lecteur du temps, l'incarnation de l'ordre, une gueule pincée à la messe de 11 heures et un usurpateur de la valeur travail. Tous allaient dans le même tunnel vers la même clarté, une société sans classe. Jusqu'à ces derniers temps, l'alliance des intellectuels de gauche et des prolétaires a été cette conjuration qui défiait la logique du marxisme lui-même. Les premiers se coupaient de leur milieu social pour 36 motivations, romantisme, crise juvénile, service militaire, famille, je vous hais, séduction d'une théorie qui expliquait à chaque instant le maximum de contingence. Les seconds étaient communistes par évidence. Les uns voulaient balayer les fantoches du surmoi, les autres avaient leur bulletin de paye et leur échine lourde, mais tous creusaient le même sillon. Il y a des truqueurs. On m'accordera que des homoncules comme Carodi, Canapa, Aragon se disaient communistes en donnant peu d'eux-mêmes et qu'ils portaient la révolution comme un plumet sur leur chapeau. Bon. Il n'en demeure pas moins que l'intellectuel de gauche était, pour le meilleur et pour le pire, un nostalgique de la violence. Déjà, il entendait la symphonie enchanteresse des mitrailleuses rouges. La construction du socialisme risquait d'être moins drôle, mais l'agonie d'une société dans les lueurs de l'incendie avait sur des êtres faibles la saveur lyrique d'une revanche absolue. Soyons francs, camarades. Il nous en venait un tourbillon de l'âme que rien, pas même l'amour, ne pouvait égaler. Octobre à Pétersbourg, Barcelone en 37, c'était une projection au cœur d'un monde écroulé où surgissait le coude à coude des bolcheviks. Ce qui viendrait ensuite nous intéressait peu. La fourmilière à remettre en marche n'avait pas de quoi fouetter l'imagination. Nous savions bien qu'après la Révolution, les jours succéderaient aux jours, les saisons aux saisons, le travail au travail. Mais il nous suffisait de plonger encore et toujours dans cet instant magique où le pouvoir changeait de main, où la ruée des insoumis déferlait sur le palais d'hiver. Ainsi nous étions calés sur le dos du prolétariat, nous le montions comme un cheval, le chargions de nos songes pour franchir à coups d'éperon la barrière boréale. Nous savions qu'il nous conduirait de l'autre côté parce que sa trajectoire allait provisoirement vers le même soleil. Stalinien par devoir, révolté par inclination, nous étions sûrs du point d'impact. Au-delà des routines et du légalisme, au bout de l'attente, il y avait l'explosion. Nous chevauchions un animal qui s'est évaporé. Telle était la taille du gâteau que le prolétariat en a eu les miettes. Dans les pays occidentaux, le niveau de vie s'est mis à croître en dépit de la plus-value. La grande crise économique que le marxisme attendait comme le Messie pour donner l'ultime poussée ne s'est pas produite. Le mouvement ouvrier a acheté des frigos à crédit, des engins à moteur et des appartements.
Un réseau complexe et cohérent de mécanismes stabilisateurs est venu paralyser dans l'œuf les processus cumulatifs qui transformaient jadis les dépressions en catastrophes. L'économie capitaliste s'est fortifiée dans une expansion dont rien ne permet de pronostiquer le terme. Et le cheval s'est dépolitisé. Ni la guerre d'Algérie, ni le 13 mai ne l'ont réveillé de sa léthargie. Le régime est devenu présidentiel dans l'indifférence et le rôle historique d'un homme comme De Gaulle aura été, en fin de compte, d'accélérer le passage à une société de type américain. L'intellectuel communiste s'est trouvé tragiquement seul, comme un ci-devant de l'écume aux lèvres. Il a été trahi par son propre parti, dont la démission tranquille reflétait le visage d'une économie prospère et pacifiée. Le mouvement ouvrier ne lui a plus renvoyé l'écho de ses haines. Le silence est venu comme une lèpre. Les grands meetings de Buffalo, de Pleyel, du Veldiv, où la culture palpitait d'être culture du peuple, imprécation, extase, lyrisme aux mille bouches, où le cœur de l'artiste et le cœur du parti battaient du même sang, où le théoricien se fondait dans la masse, subjuguait cette masse en un coït monstrueux. Les mythiques se sont tus. Un temps, nous avons cru que le problème était seulement de répudier le stalinisme. Ça paraissait simple. Le marxisme avait déraillé. Il suffisait de le remettre sur la voie royale de la liberté. Et en effet, si la physionomie de l'existence n'avait pas changé depuis les funérailles du criminel rouge, nous aurions eu beau jeu de nous en tenir là. Staline est mort, vive Lénine. Mais la machine à laver est plus forte qu'un tract écrit avec du sang. La très belle phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » ne résiste plus à une cuisine en formica. On déterge et on décervelle. En Occident, le dégel n'a bouleversé que les marxistes de la classe moyenne, c'est-à-dire les petits bourgeois gauchistes. Le mouvement ouvrier avait déjà opté pour l'idéologie qui convenait aux prolétaires des HLM. Un dégel de dupes. Le Parti communiste, dont Sartre dit qu'il n'a jamais tort à l'échelle historique, s'est moulé brillamment dans la matière plastique. Il a pris le tournant des moteurs à essence. Il a flanqué le grand soir au grenier et le drapeau de la commune dans un carton à chapeau. Il s'est replié sur un programme de justice vague qui doit suffire très largement aux besoins politiques d'une communauté à l'américaine. À l'heure où j'écris ces lignes, il en est à solliciter une France vraiment démocratique, tournée vers l'avenir. L'incident du dégel n'intéresse personne, si ce n'est le dernier carré des bolcheviks en appartement. La levée de l'hypothèque stalinienne qui eût donné jadis le signal de tous les espoirs est passée comme une guêpe entre la poire et le fromage. Les jeux sont faits dans un autre sens. Aux ouvriers désamorcés, un communisme désamorcé. Tout cela dit assez pourquoi l'intellectuel de gauche est aujourd'hui un cavalier sans monture. Son système de pensée qui avait réponse à tout n'a plus réponse à rien. Où allons-nous? Certainement pas vers les brumes rouges de l'incendie. Un monde se meurt, un autre naît qui n'a rien d'exaltant. Du passé, faisons table rase, puisqu'il n'indique plus le pôle magnétique. Le prolétaire s'est dilué en route. Nous sommes des consciences, des isolés. Nous partons de zéro. 2. L'aliénation. Partir de zéro, c'est râler. Partir de zéro, c'est râler. Il est superbement fécond de rejeter et de haïr, de trancher la résile des nuances mentales à travers quoi tout finit par être dans tout. Mais l'époque est ainsi faite qu'elle sollicite la tolérance et la complicité. Les curés n'ont plus de rabat, plus de chapeau à tarte, ce qui donne à ces emmerdeurs un air presque humain. Les patrons se beurrent la bouche avec le mot de passe du capital, le mot social. Les flics ont fait des études. Et lorsqu'un gosse va mourir du cancer, un gosse entre parenthèses dont nous nous foutons, la chaîne du bonheur, les solidaires bêlants et les mamans larmes lui envoient des quatre coins de France les premières fraises de la saison. La morale d'une époque va toujours dans le sens de l'apaisement.
Elle modère les passions et dirige les actes. Elle met la vie sous le boisseau et son triomphe est d'aboutir à l'état de résignation où l'esclavage n'a plus d'autre désir que d'exister. À chaque instant, la morale dominante est sécrétée par des milliards de pensées subjuguées et d'actes arrêtés dans leur accomplissement. Elle est, pour autant qu'on puisse la définir, une addition vertigineuse de timidité. Chaque nuit, elle succombe, emportée dans le rêve charrié par le torrent qui ouvre des écluses, déversée comme une idiotie sur les berges de quoi? Du tout permis, des mille désirs. Chaque jour, elle renaît dans le sillon schizophrénique du quotidien. Mais jadis, la morale dominante, elle apparaissait beaucoup plus clairement dans un monde fortement tranché. D'un côté, les salauds, c'est-à-dire l'appareil d'État, les tribunaux, la flicaille, les curtons, le drapeau tricolore et la propriété privée des moyens de production. De l'autre, les victimes. Au milieu, les petits bourgeois, classe ondoyante de sous-salauds qui avaient la vomissure dans le sang et qui finissaient toujours, fût-ce à travers des remords de conscience, par choisir le parti de l'ordre. Depuis que le prolétariat nous a lâchés, les choses ont cessé d'être simples. Les valeurs ne se heurtent plus avec l'évidence qui opposait l'instituteur au curé. Le 1er mai de la colère est devenu la fête du travail et les anards ont cessé d'apporter la contradiction aux ecclésiastiques en pleine messe. Une moralité moyenne à digérer les antagonismes. Tout le monde s'arrête au même feu rouge et absorbe la même émission imbécile de la télévision. Il y a conjugaison des classes dans une ambiance de goudron, de ciment clair et de natalité. 25 308 habitants, 16 292 lecteurs de Paris Match. Je fais, vous faites, on fait des gosses, femmes de ministres, femmes de lampistes. Elles achètent, elles, et bouffent de la carotte amaigrissante. Une thématique s'insinue dans les rapports des gens et des choses qui a pour trait d'être unifiante. La morale des salauds et celle des victimes se fondent en un surmoi tentaculaire et doucereux dont Freud pourrait dire qu'il n'est pas l'incidence du ça sur le jeu, mais la photographie du ça, puisque les jeux sont identiques et qu'ils tendent à le devenir. Sous bénéfice d'inventaire, cette morale relève d'un patriotisme résiduel, d'une religiosité qui tempère la foi des mystiques et qui devient le putanat respectueux des âmes. De la croyance au progrès technique, à la bagnole, au facteur temps, au plein soleil dans les buildings, à l'épopée des cosmonautes et au linge le plus propre du monde. De l'amour des lardons, de l'expansion démographique, de la conscience d'appartenir à une communauté, du sens vague de l'humain. Cela signifie que la résignation n'est plus l'humilité des faibles, mais la trahison de tous. Trahison? Même pas. Logé à la même enseigne, l'homo sapiens et l'homo faber sont en train de s'incorporer au monde assourdissant des masses médias. On disait dans l'aura de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'était la prophétie des juristes de cœur. Maintenant, on peut dire qu'ils naissent nivelés. La vie de groupe est rabotée comme une peinée pleine, et nul n'avait prévu que cet envahissement se ferait sans douleur. Il suffisait pourtant d'être marxiste, je dis marxiste et non stalinien, pour deviner que le tassement des écarts de consommation engendrerait une morale collective où les contrastes et les reliefs disparaîtraient sous le sable. Mais j'avoue qu'il fallait avoir la tête froide, ce qui n'était pas le cas des bâtisseurs du socialisme, avec leur enthousiasme fraternel, pour formuler d'avance la grande leçon du XXe siècle. La morale collective née de l'expansion économique est un tissu de conneries. En d'autres termes, et je serai marxiste jusqu'au bout, l'élévation des niveaux de vie n'a pas seulement désamorcé l'idéologie révolutionnaire, elle a créé un soumis unique, une sorte de robot universel qui a dans les yeux les mêmes bandes jaunes, dans les mains le même volant, dans les oreilles le même twist et dans le cœur la même statistique des naissances en flèche. J'écris ce texte comme si je devais mourir demain. Il y a quelques années, si j'avais eu cette occasion-là, j'aurais soufflé au dernier témoin, comme la sagesse ultime, la phrase du manifeste « prolétaire de tous les pays ». Et pourquoi ce théâtre, ce guignol mortuaire d'un être bidonné? Comme si par le message de l'agonie, on pouvait changer la face du monde. Nos haines n'ont pas varié.
Plus que jamais, il est question d'opposer à l'armée et aux valeurs capitalistes, à la croyance en Dieu, à la bêtise familiale, aux chienneries moralisantes, le refus le plus définitif. Mais désormais, nous voilà seuls, royalement seuls. L'opposant n'est plus un porte-parole, il n'engage que lui-même. Il n'a plus le soutien d'une infrastructure qui produisait la lutte des classes comme la terre produit le fruit. S'il est opposant, c'est qu'il échappe aux motivations de masse. Et de là, à juger que cet individu, scandaleusement lucide, est un être asocial, incaractériel, un fou allié. Il n'y a qu'un pas que la technocratie franchira avant peu. Du train où vont les choses, je prédis la naissance d'une néo-inquisition avant l'année 2000. Au Saint-Office du nivellement, les interrogations auront la douceur terrifiante d'une batterie de tests. Vous ne serez ni découpé en lanières, ni plongé dans le sel. On vous convoquera à l'Institut cantonal de psychologie, mur de verre, béton, des baies ouvertes sur un parc, des couleurs fonctionnelles, Vivaldi en sourdine, incroyable, impitoyable fond sonore. On vous chouchoutera, repas stérilisé, pasteurisé, multistandard sur un plateau autofiltrant. La suite, vous la devinez. Les ingénieurs des âmes auront vite fait de découvrir que vous vous situez à 2 écarts types de la moyenne d'adaptation. Vous truquerez vos tests, ce qui est relativement simple, mais la machine à mesurer les émotions désarmera votre autodéfense. Les électrodes sur la peau, on vous présentera des objets orduriers, des numéros de Paris Match, une famille nombreuse, un mutilé ranimant la flamme. Votre sang ne fera qu'un tour, vous serez perdu. Il n'y a rien à ajouter que vous ne sachiez déjà. Une station-service vous lavera le cerveau. Un assistant social vous réintégrera dans la communauté. Libéré sur parole, vous passerez tous les mois un oral de contrôle. Vous serez en carte perforée, au service mécanographique de la néo-inquisition. Ainsi, l'opposition devient l'affaire de quelques-uns, ces cavaliers seuls dont sont l'aristocratie du hasard. Nostalgiques, poètes, rebelles, ils n'ont d'autre soutien qu'un état de voyance. Ils vivent en dehors. Par les failles imprévisibles des sociétés organisées, ils dissipent le mensonge du grand conditionnement. Ils percent à jour la force de l'habitude. S'il y a quelque chose à sauver dans la dérive du marxisme, c'est donc la théorie de l'aliénation. Cette notion hegelienne, Marx ne l'a pas approfondie. Sous sa plume, elle désigne la perte de soi, la dépossession, la frustration, une certaine forme de vol et de viol. Du moins l'a-t-il détaché de son écorce métaphysique pour l'appliquer à un problème concret, celui de la valeur créée par le travail. Dans les manuscrits de 1844, il évoque plus qu'il ne les définit l'aliénation des produits du travail et celle du travailleur lui-même. Plus tard, il forgera, avec la plus-value et le capital variable, des notions beaucoup mieux adaptées à la mesure économique. Mais l'aliénation est une piste à suivre. Du côté d'argument, chez Lefebvre et Morin, le mot revient d'ailleurs avec insistance, bien qu'il ait un casier judiciaire, ce qui rend hésitant des sociologues partagés entre le marxisme et les États-Unis. Il est chargé d'implications métaphysiques. Ce mot me va. Aliénation. Je sais qu'il manque de base objective, mais il désigne, si l'on veut bien y réfléchir, tous les cas de dépossession. Le service militaire, la phrase que l'on répète parce qu'on l'a dans l'oreille, la publicité, à l'entracte, le gosse qu'il a fallu garder parce qu'on s'y est pris trop tard, l'éloquence du général et la chasse d'eau chez le voisin. Élargi à l'extrême, il concerne les mœurs et en ce sens, il fonde une morale du refus. Une morale, et rien de plus. Hors du domaine économique, l'aliénation cesse d'être une donnée mesurable. Comme les taches au plafond dans la chambre où j'écris, elle est perçue plus que structurée. On la devine, on l'éprouve par segments. Dans une nuit hachée de réveil inquiet, on bute sur l'évidence qu'elle est tapie dans l'ombre. L'aliénation exige un acte 2, la conscience de l'aliénation. Et cette conscience suffit-elle? De quel droit est-elle capable? Une phrase assez désespérée circulait avant-guerre parmi les étudiants communistes. La conscience de l'aliénation ne détruit pas l'aliénation. Éveilleuse, elle ne résout rien.
tout au moins au niveau du sujet, luciole perdue dans les ténèbres. Mais on peut rêver qu'une organisation révolutionnaire, d'un bureau central de la lucidité, d'un office du grand démenti, où l'existence quotidienne, avec ses règles et ses tabous, serait soumise au feu d'un diagnostic permanent, c'est moins qu'un rêve. C'est demain. Sous une forme ou sous une autre, le monde abrutissant des années 60 secrétera son contrepoison. Il ne tenait qu'à l'extrême gauche d'en saisir l'initiative et d'ouvrir le marxisme sur la théorie généralisée de l'aliénation, du travailleur d'élite, respectueuse de la masse, même quand la masse déconne, soucieuse de s'adapter, non de contrecarrer, prisonnière de l'ouvriérisme, jouant le jeu de la grande presse, l'extrême gauche a perdu, au seuil de l'an 2000, sa chance formidable d'être la conscience d'une époque. Rêvons. Oui, rêvons. Pour ne plus y revenir. D'un parti communiste qui se modifierait au point de lancer les mots d'ordre « dissolution immédiate de l'armée ». Casser la gueule au chronométreur. Vive le travail paisible, abat le travail aux pièces. Faites l'amour, vous avez le temps. Liberté de l'avortement. Une mère, c'est une femme diminuée. La patrie est un torche-cul. Ces mots de révolte étaient la chair vive du mouvement ouvrier avant la sclérose en plaques de l'ère stalinienne. Mais dans l'aliénation, le PC est devenu partie prenante. Tout disparaît sous la boue des alliances, sous la complicité des actes. Dans ce champ d'épandage, qu'irions-nous déterrer les tessons de notre enthousiasme? On peut s'autoriser, on s'amuse à tourner des pages. Tiens, on va aller... je ne sais pas si on peut dire 1, 2, 3, 4. S'il y a quand même un ordre, mais nous, on va au 4e chapitre. Une théorie du bruit. Autre intrusion. Autre intrusion. Le bruit. Autre intrusion, le bruit. Dans le chapitre précédent, l'intrusion dont il était question, c'était la perte de l'intimité, la visibilité, le fait que, au début du chapitre, en tout cas, il dénonce le fait que les guichets, les lieux du service sont des lieux transparents, les lieux du travail sont des lieux qui anéantissent petit à petit l'intimité. On ne peut pas s'empêcher de penser que ça a pris force, cette perte de l'intimité. Donc, intrusion donc de la transparence ou de la surveillance par la liberté. Autre intrusion, je vais finir par le dire, le bruit. Non, mais parce qu'à faire des phrases à n'en plus finir, après on ne commence pas son chapitre, et l'heure tourne. Autre intrusion, et quand l'heure tourne, après, comprenez, on a quand même du boulot, là. Une théorie du bruit. Autre intrusion, le bruit. C'est assez drôle, hein. Il y a des données immédiates. Il y a des analyses très subjectives, on va dire. Bon. Autre intrusion, donc, le bruit. Données immédiates, fond sonore de l'aliénation. À la vérité, le bruit n'est pas toujours intolérable. J'écoute avec nostalgie les grincements à l'opulence de rouille d'un vieux wagon qui gicle à travers les herbes sur des rails enfouis dans la mousse de la terre. Plus rien n'est droit. Le crépuscule embrase les fougères, le brouillard court au fond des vallées, un train désert qui passe. Un autre bruit très doux, un frottement sur le bois, caresse de chêne, une main palpe l'objet, le bruit du feu, des villes de braise. Le temps ne compte plus. Babylone suave meurt entre les landes. Ce monde du silence suit l'écorce des arbres, palpite avec la pierre, découvre les canons de mille Colorado, découvre, oui, si c'est des canons muets alors.
Ce monde de silence suit l'écorce des arbres, palpite avec la pierre, découvre les canyons de mille Colorado dans le ciment des Apentis, dans la poussière des Cariatides, dans la pluie glauque de l'automne. Le train s'arrête au milieu des bruyères. La gare est accrochée sur la pente incertaine comme un fanal. La salle d'attente, îlot de chaleur vide, s'ouvre sur l'ombre de la place. Une carriole part et s'en va lentement à travers les prés. Une lueur derrière les arbres paraît et disparaît. Le chemin creux serpente entre les falaises molles de la nuit. La lumière se rapproche et la douce anxiété s'achève au dernier bois de hêtre. Souveraine, foudre paisible, rocher de flamme, une femme nous attend. Je tenais à fixer les jalons. Au seuil de ce débat, je tenais à dire que la rêverie a elle aussi sa bande sonore. Mais que tout cela est emporté par la praxis moderne. Le métro n'attend pas. Le pointeau n'attend pas. Et commence avec eux l'infernal beuglement de la journée urbaine. Il faut revoir les vampires de feuillade pour mesurer ce qu'a pu être la poésie des rues désertes de Paris. Aujourd'hui, le bruit est fasciste. Vous allez au café, jukebox. Un poujadiste a fabriqué cette machine à hurler de rage. Un autre margoulin, le patron du café, l'a installé par mimétisme. Une tête de larme et 20 balles dans la fente et vous êtes bon pour vous tirer. Vous allez dans les rues, celles de Colmar ou celles de Buenos Aires, puisque maintenant elles se valent. Les véhicules s'engendrent à l'infini comme la viande rouge qui sort du hachoir. Un moteur imbécile vous vrille les oreilles, il est compris entre deux moteurs qui sont intercalés entre d'autres moteurs, et cela jusqu'à votre mort. Le chahut morne, défilé sur le goudron, instant recommencé d'un vertige d'instant où l'être cesse de s'appartenir pour devenir une tête blessée. Le bruit, aliénation numéro 1. Voici des boutiquiers de l'espèce ordurière qui organisent une quinzaine commerciale. Pendant 15 jours, qui seront perdus à jamais, les haut-parleurs s'emparent de la ville comme des SS. Ils vont sous nos fenêtres et traquent à domicile. Tout est souillé par la perquisition du disque réclame. L'amour, l'amitié, les merveilleux nuages, cet oradour à 2 francs 25. J'ai même entendu dans une braderie cette annonce inouïe qui disait la valeur du calme. La maison X vous offre 1 minute de silence. Et pendant 1 minute, le glapissement totalitaire s'interrompait. Dites-vous bien, camarades, que ce n'est qu'un début. La production du bruit a cessé d'être un luxe. Jadis, la musique était faite à la main. On se lassait assez vite de chatouiller un violoncelle parce que le bras se fatiguait, les cuivres demandaient du souffle et la respiration humaine a ses limites. D'autres occupations sollicitaient l'exécutant, manger, pisser ou peindre une aquarelle. Il y avait des temps morts. Et d'ailleurs, les pianos n'étaient guère plus nombreux que les fiacres et les pianistes guère plus nombreux que les pianos. Enfin, les lieux publics, au demeurant très rares, avaient leurs musiciens en chair et en os qui, en dépit des bas salaires, comptaient suffisamment dans les frais généraux pour qu'on ne jetât pas le bruit par les fenêtres. Aujourd'hui, le bruit est bon marché. Bon marché en valeur travail. Vous n'avez pas à remonter un phonographe, encore moins à taper avec un objet dur sur un autre objet dur. L'automation est là pour ça. Vous tournez un bouton, cette légère pression du doigt vous livre l'océan des musiques abjectes. Un coup de pouce au réglage et vous traversez les terres. Vous passez les murailles. Vous êtes chez le voisin, avec ce bruit idiot qui est là, dérisoire. L'ultime affirmation que vous existez par le poste, pour le poste et dans le poste. Bon marché en capital constant. Il y a des radios et des cycles à moteur pour toutes les bourses. Il fallait à Caligula une légion romaine pour obtenir un effet sonore de battements sourds sur les pavés. Si vous investissez une somme modique dans un récepteur à pile, vous pourrez salir, à vous seul, le plus magique, le plus poignant des paysages. En passant de l'artisanat à la fabrication industrielle, l'aliénation auditive a mis en évidence sa vraie nature économique et l'on autorisera à formuler une loi, l'extension du bruit est inversement proportionnel à son prix de revient. Ce phénomène n'est pas lié au régime politique. Le sketch éblouissant de Fellini dans Boccace 70, qui est d'un mauvais goût si légitime, montre un panneau publicitaire muni d'un haut-parleur qui débite de l'aube à la nuit une rengaine abrutissante. Si les terres émergées acquises au socialisme échappent à cette publicité,
Elles connaissent par d'autres biais la même succion infâme de la vie quotidienne, le même viol du silence, la même meurtrissure. Tout s'est passé comme si l'usine sortait de ses murailles, amalgamant la voie publique et la voie privée. Le fracas des moteurs a débordé l'enclos du travail à la chaîne, c'est-à-dire le quartier réservé du prolétariat. La rue est devenue le prolongement assourdissant de la salle des machines. La théorie de Marx sur la prolétarisation croissante de la société ne s'est pas vérifiée au niveau de l'homme, mais curieusement au niveau de l'objet. Au XIXe siècle, le bruit victimisait la main-d'œuvre ouvrière pour la durée de sa présence à l'intérieur des manufactures. Il victimise aujourd'hui la population pour la durée de sa vie consciente. Inversement, le bruit, le silence, commence à coûter cher. Il va devenir une vraie rareté. Un passage des diaboliques me plonge toujours dans le regret. Il s'agit de la nouvelle, le dessous de carte d'une partie de whist où l'on pratique dans le soir de Paris l'art délicat de la conversation. Le jour baissait, un jour rose qui se teignait enfin de noir, comme les vies heureuses. On était rangés en cercle et on dessinait, dans la pénombre crépusculaire du salon, comme une guirlande d'hommes et de femmes dans des poses diverses, négligemment alanguies, attentives. C'était une espèce de bracelet vivant dont la maîtresse de la maison, avec son profil égyptien et le lit de repos sur lequel elle était éternellement couchée, comme Cléopâtre, formait la graffe. Une croisée ouverte laissait voir un pan du ciel et le balcon où se tenaient quelques personnes. Et l'air était si pur, et le quai d'Orsay si profondément silencieux à ce moment-là, qu'elle ne perdait pas une syllabe de la voix qu'on entendait dans le salon, malgré les draperies en vénitienne de la fenêtre. Ô privilège! Privilège des dieux! Qui pourrait aujourd'hui faire taire le meuglement du quai d'Orsay? Cette quiétude est plus inaccessible qu'une montagne d'or. Camarades, vous l'aurez voulu. À force de parler de choses horribles, le ciel a été envahi par les autobus, la forêt par les tronçonneuses et le murmure des vallons a succombé sous les tracteurs. Demain, 200 hectares de silence total vaudront plus cher que 2000 Picasso. Le droit au silence se transmettra par héritage et les oasis de luxe, de calme et de volupté seront la peau de chagrin des derniers féodaux. Aragon comparait, dans Le Paysan de Paris, les postes d'essence à des divinités contemporaines. Ce futurisme de banlieue était assez naïf, mais il convenait à un personnage qui se préparait à poétiser l'avenir quinquennal. Le système de valeurs qui reste à définir suppose la plus extrême réticence à l'égard d'un progrès technique générateur d'aliénation. Au cas particulier, cette revendication des intermédiaires paisibles, pardon, un ange passe. Cocteau, tu te tais. Le système de valeurs qui reste à définir suppose la plus extrême réticence à l'égard d'un progrès technique générateur d'aliénation. Au cas particulier, cette revendication des intermèdes paisibles n'est pas un caprice. Ce n'est surtout pas un appel religieux à la contemplation. C'est simplement la haine irrémédiable de la répétition des bruits, c'est-à-dire du déjà entendu. S'il n'y avait qu'une voiture au monde et qu'on l'entende une fois par an, cette harmonie d'explosions dominées, sanglées dans le métal, ne serait pas insupportable. Bon, 2 voitures passent encore. Mais il devient inadmissible que nous ayons dans les oreilles des millions de voitures dont tout autre que nous, tailleurs de pierre néolithiques ou biffins de la section des pics, auraient été dispensés. De l'horizon à l'horizon, la radio fait crisser son changement de vitesse. Au même carrefour, avant le pont, l'immonde respiration du journal parlé à la tonitruance de l'essence chaude. Feu rouge. Pour la publicité sur cet écran, il est 12h59, à 13h, des millions de pieds embrayant sur des millions de routes. Feu vert, avec un bruit de scie, le boyau s'étrangle, le boyau s'ébranle. J'en rajoute toujours un. J'ai confondu la lecture et les crayons de couleur, quoi. Je
pense que j'ai le droit de remplir. Je dis, le boyau s'étrangle. Non, avec un bruit de scie, le boyau s'ébranle. Il est fort. Ouais, essayons. Allez-y, mentalement essayez. Avec un bruit de scie, le boyau s'ébranle. J'attends autre chose de la brièveté de l'existence. J'attends les cris d'amour. J'attends les injures portées par le vent. J'attends l'énigme des orchestres qui joueraient sous la terre et dont le son viendrait mourir, on ne sait trop pourquoi, dans un champ d'asphodèles. Je suis prêt à sonder le silence, à écouter les terreurs de l'ombre, à saluer le jaillissement des rochers en furie, mais certes pas à encaisser comme un chien d'aveugle un éternel bruit de tringle. Tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire. Je m'amuse parce que d'un pamphlet, l'autre, il n'a rien à voir, mais hier soir, je disais des textes de Jean-Pierre Verhegen dans Laurent Léhardy, et celui-là est une merveille, quoi. Il dit « tout dire », il réclame aussi sa liberté, manifeste cochon, entre Saint-Antoine et Saint-Antonio. Tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire, tout oser. L'Académie, 20 cadavres debout discutent de l'orthographe exacte du mot Maccabée. 20 autres membres, déturgescents, se livrent à de savants calculs de probabilité sur les chances de survie du point d'interrogation final. Puisse-t-il leur être fatal? Tout pue, jeunes gens. Fuyez, hâtez le pas. L'institution nous rattrape, l'établissement est à nos portes et l'art officiel nous colle au derche. Fuyez tous les cercles, fuyez celui des lecteurs disparus, fuyez même celui des lecteurs de Spirou, fuyez tout, fuyez surtout celui des poètes retrouvés, gelés, momifiés et assoupis pour l'éternité dans les platitudes de la convivialité. Fuyez ces mammouths, fuyez leurs mamours, fuyez leurs moumoutes, en avant toutes, quittez le radada des nouveaux radadaïstes, quittez le rondibé des ultimes surréalistes, quittez le dernier carré des irréguliers déjà régularisés, lâchez le troufignon postmoderniste et l'entrée des artistes post-mortem, adieu, amen, lâchez tout, oui, cavalez, jeunes gens, encourez-vous sans vous retourner, soyez ironiques et iroquois, y compris à votre propre endroit, soyez modernes et maladroits, fragiles et touchants, envahissants, chiants, chiatiques vraiment, soyez de votre temps, ayez toutes les audaces, ayez tous les Horaces et tous les désespoirs et toutes les vieillesses ennemies à vos basques, ayez tous les curiaces à vos baskets, ayez le bon réflexe, pratiquez toujours la langue d'escampette. Courez les nymphètes, courez les 100 mètres, courez les jupettes, en avant les gambettes, soyez sadomasochettes, soyez champêtres et enflés, tigrés et tachetés, corniculés, portez des cornes, soyez ailés, soyez volants, soyez fétides et rampants, aquatiques comme les poissons rouges de Matisse, bucolique, ubucolique, chantant, allez de coït en coït, soyez bistorte et tétralie, ayez un rhizome sic en rien forci, ayez 3 lits dans un troquet et 2 dans un boui-boui, soyez bulbeux, soyez tubéreux, soyez moteux comme un roploplo de brocoli, soyez érudits, cultivez votre jardin d'amour interdit, soyez céleri, osez parler scélérat, osez parler en brassicanapus, osez dire mon chou cabu, mon chou de fleurus, ma chmoule, mon chichi fragile, osez tout dire avec des fleurs de rhétorique qui sentent bon la fleur de pissenlit. L'humour n'a jamais empêché d'être et de rester trivial, cornélien et cultivé à la fois, n'est-ce pas? On peut le comparer dans la vigueur. On sent dans ces pages des colères ou des ruisseaux souterrains de la colère qui sont de la même pureté, de la même force. On sait, on est surpris lorsqu'on extirpe du temps ces phrases
anciennes, pas tant que ça, mais quand même, pour certaines d'entre elles. Raymond Borde, il a l'âge potentiel de mon papa, 94 ans aujourd'hui. Il a tout oublié. 94 ans, je crois qu'il est né en 1920. Mais là, ces expériences, ces témoignages sont proches, tout proches. Ah, Jacques, il faut t'arrêter, c'est la fin de ta séance. Donc, je dois promettre le relais. C'est dommage, hein, le chapitre qui vient, il est intéressant, mais justement, je passe le relais à mon ami Liu. Demain soir, à Ombre Blanche, la civilisation de masse. Je ne crois pas qu'il faille, à cet abrutissement irréversible, chercher un chef d'orchestre. La civilisation de masse n'est pas une civilisation imposée à la masse par l'aristocratie capitaliste. L'explication marxiste ne suffit plus. On aimerait imputer les phénomènes d'aliénation à la seule existence d'une classe exploiteuse. Ce serait pour l'esprit une solution tout à la fois élégante et radicale, mais il ne s'agit plus d'un lien à sens unique capitalisme-prolétariat. Il ne s'agit même plus, comme ont pu le penser Lefort et ses amis du groupe Socialisme ou Barbarie, d'un rapport de dominateur à dominé qui vaudrait pour tous les régimes, de l'Oural aux Alleghanies, hors de celui dont ils rêvent. C'est à la fois plus imbriqué et plus rigide. Tout le monde est complice. Les dominateurs sont eux aussi, à leur manière, prisonniers de l'aliénation, parce que les masses médias ont atteint le degré où elles existent pour elles-mêmes, où nul n'a le pouvoir d'arrêter les tambours. Chacun se trouve en état de satisfaction et d'adhésion paisible. Voilà, ça c'est le début du chapitre que vous me ferez le plaisir d'aller écouter demain soir à Ombre Blanche, la civilisation de masse. On est d'accord ? C'est fini pour ce soir.